Alors test de son, impeccable. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, rebonjour à toutes et à tous, émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi après une séance animée sur les marchés actions européens avec un décrochage relatif d'environ 2% des marchés actions au sein de la zone euro. On évoquera le DAX, le CAC 40. Finalement l'ensemble de la semaine est probablement la première semaine de consolidation depuis le début de l'année sur les marchés actions de la zone euro. Le marché actions nous avait habitués soit à consolider à plat, soit à ne pas du tout consolider. Cette semaine, c'est une semaine de correction. Et d'ailleurs, ce soir, nous aurons des chandeliers japonais hebdomadaires qui laissent envisager potentiellement la poursuite de cette phase de consolidation. Jusqu'à où, rassurez-vous, on ne va pas effacer 100% de la hausse depuis le début de l'année. Il ne faut pas non plus s'emballer. Et je pense qu'au final, c'est même très sain. Il était grand temps d'avoir une semaine de consolidation. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal et je vais revenir sur ce qui provoque ce mouvement sur les marchés actions de la zone euro avec tout d'abord un processus sur lequel j'ai attiré votre attention ce matin, le flight to safety, flight to quality, peu importe, un déplacement des liquidités qui a eu lieu toute la semaine des marchés actions de la zone euro en direction des obligations d'État les plus solides de la zone euro. Vous avez notamment sous les yeux ici une superposition du prix du Bund et du prix des actions allemandes représenté par le DAX. Le DAX est le marché actions de la zone euro qui corrige le plus cette semaine. Là aussi, tout est relatif, il faut ramener ça à la performance depuis le début de l'année. Alors, aujourd'hui, trois raisons ont amené ce mouvement de baisse sur les marchés actions de la zone euro, et je pense que ce n'est pas terminé, en tout cas pas à court terme, c'est certain. Je pense aussi que nous aurons ce soir des structures en avalement baissier, et qui laisse envisager peut-être la semaine prochaine à nouveau 2 à 3% de baisse sur les grands indices boursiers européens. Nous verrons ce que l'on peut envisager sur ces marchés-là. Trois raisons à cela. Tout d'abord, le Premier ministre grec, le ministre des Finances grec, M. Varoufakis, qui dit étudier un délai de paiement pour les 747 millions d'euros que la Grèce doit au Fonds monétaire international. Globalement, lors des prochaines semaines, la Grèce doit rembourser environ 2 milliards d'euros au Fonds monétaire international. Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, explique ne pas accepter ce type de requête et en gros, la Grèce et maintenant consulte des avocats spécialistes du haircut. Rappelez-vous, c'est ce qu'avait fait la Grèce en 2011, tout simplement, ne pas honorer une partie de sa dette. Et ce qui, bien sûr, inquiète aujourd'hui les marchés actions. Je pense que c'est avant tout une question de rapport de force et qu'une solution sera trouvée. De manière générale, c'est une opportunité, un prétexte pour prendre des bénéfices après une phase de progression qui est marquée sur les marchés actions de la zone euro depuis le début de l'année. J'étudiais tout à l'heure la performance sur une semaine des marchés actions de la zone euro et notamment la performance des actions de l'indice Eurostoxx 50. Et en clair, c'est essentiellement des valeurs du DAX qui corrigent. Sur la semaine, Bayer perd 7%, BASF perd 7%, la Deutsche Bank perd 6,70%, Volkswagen perd 6,5%, BMW perd 5,30%. Mais attention, Volkswagen perd cette semaine 6%. Le titre en a gagné jusqu'à 27% depuis le début de l'année. Il est donc logique d'observer ce type de mouvement-là. Nous ne pouvions pas progresser en ligne droite. Nous savions que nous avions au-dessus de nos têtes de toute façon un risque de retour à la moyenne, notamment sur les graphiques de long terme, et c'est donc cette semaine qui d'ailleurs a vu le premier bilan du programme de quantitative easing par la Banque Centrale Européenne, qui est donc prétexte à prendre des profits sur ces marchés actions de la zone euro. Rassurez-vous, vous ne reverrez pas le DAX à 9000 points. Je pense que des niveaux de support avant pourront mettre à terme à cette consolidation pour que la tendance puisse reprendre. Trois éléments donc aujourd'hui, cette actualité autour de la Grèce, ces soubresauts, ce bruit, bref, peu importe. D'autre part, des contrats futurs sur indices qui arrivent à échéance, et notamment ce matin sur l'Eurostoxx 50, le DAX, et enfin, troisième élément, de manière générale, ce matin, tous les terminaux Bloomberg ont craché en même temps. Il y a donc eu dans un certain nombre de salles de marché l'absence d'accès à l'information. Et lorsque vous rassemblez tous ces éléments-là au sein même d'une matinée, ça ne peut que, accélérer la phase de prise de bénéfices qui avait commencé cette semaine, mais dont la majeure partie est finalement réalisée sur cette séance du vendredi 17 avril 2015. Autre élément que je suis de près et que je vous invite depuis de nombreuses semaines à tenir, ce sont les stratégies positives sur le Bund, sur le prix du contrat d'auto long allemand à 10 ans, jusqu'à ce que le rendement atteigne
est soit égal à 0%, c'est presque fait, mais ce n'est pas encore le cas, 0,05%. 0,05% en fin de matinée en Europe, c'était 0,08 ce matin, encore 0,12 hier. Il y a quelque chose ici qui s'accélère. Quant au rendement français, l'OAT, l'euro OAT bascule lui sous les 0,30. Voilà donc pour l'introduction que je pouvais vous proposer. À cela s'ajoute le dollar américain toujours dans une phase de consolidation. Je vais revenir sur ces paires en dollars majeurs. Mais d'abord, laissez-moi vous proposer les objectifs de cours pour le CAC 40 et le DAX. Et puis, je répondrai donc à vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager sur le CAC 40? Je pense davantage de baisse, probablement reculer en direction des 5100 points. Ce que je vous invite à faire désormais, c'est étudier votre charte de long terme. Prenons les graphiques weekly et étudions les objectifs de cours. Ensuite, alors je vais basculer sur une autre disposition graphique, mais je pense que le CAC peut de toute façon revenir sur et puis on a une première résistance maintenant à 5190. Je vais simplement me diriger vers des graphiques de long terme et vous donner d'ores et déjà ce qu'on peut envisager la semaine prochaine à l'aide justement de ces chandeliers hebdomadaires, puisqu'à peu de choses près, je pense que les chandeliers hebdomadaires que nous avons maintenant seront ceux que nous aurons à la clôture ce soir. Et ces objectifs de cours seront donc valables pour la semaine prochaine. Alors, un instant s'il vous plaît, le temps que ça charge. Je reviendrai ensuite sur les paires en dollars canadiens, naturellement, car je pense qu'il va falloir sérieusement s'intéresser au niveau de support. Alors, c'est parti. Le DAX tout d'abord. Étudions des graphiques épurés. Le DAX, c'est parti. Alors, le DAX présente de manière typique une structure en avalement baissier. Le DAX s'apprête cette semaine à englober 1, 2, 3, 4 séances, 4 semaines. En un mois, nous avons effacé la progression d'une semaine. En l'état, si le DAX devait clôturer au niveau actuel des cours, j'en détermine l'objectif de cours. Je prends tout simplement l'amplitude balayée ici dans le cadre de cet avalement baissier. Et je pense que je peux me contenter ici de ces objectifs-là, qui je pense seront achetés par le marché. Voilà, je ne serais pas surpris que le DAX se replie la semaine prochaine à 11 300 points. 11 300 et éventuellement envisager sur le DAX une baisse en direction des 11 000. Vous avez depuis le mois d'octobre dernier une ligne de tendance haussière ici sur le DAX, alors qui passe à 10 700 points. C'est aussi là où passera bientôt la moyenne mobile à 30 semaines. Franchement, 10 700 points, ça me paraît vraiment beaucoup trop profond. Je ne suis vraiment pas certain, à moins d'avoir réellement des tensions extrêmement fortes en provenance de Grèce, je ne suis vraiment pas certain que le DAX efface toutes ces semaines de hausse. Je pense que le marché peut trouver un support. Je pense que l'amplitude de la baisse sera limitée par les 11 000 points, voire même les 11 300. On verra, mais je ne vois pas en fait ce qui pourrait faire en sorte que le DAX efface tant de hausse. Toujours sur ces graphiques en données hebdomadaires, j'étudie maintenant le CAC. Alors le CAC est beaucoup plus résilient que le DAX. Vous pouvez parfois me poser cette question, mais au fond, pourquoi est-ce que le CAC est si fort et pas le DAX, etc. Je vous renvoie encore à sa composition. Je jetais un œil à nouveau aux performances des actions de l'Eurostoxx 50 sur une semaine. Dans les 10 plus fortes baisses, il y a 6 valeurs du DAX, essentiellement des valeurs industrielles. Dans le top 10 des valeurs qui ont monté sur une semaine, écoutez bien ça, sur les 8 valeurs de l'Eurostoxx 50 qui sont en hausse cette semaine, il y a 6 valeurs du CAC 40. Il y a seulement 8 valeurs de l'Eurostoxx 50 qui montent cette semaine, il y en a 6 du CAC. Danone, Vinci, Total, Airbus, Orange et GDF Suez. Total, forcément le secteur pétrolier. Airbus, la valeur dollar par excellence. GDF Suez, Orange sont des titres défensifs au sein de l'indice CAC 40, notamment le secteur de la télécommunication qui lui se montre parfaitement résilient. Et concrètement, dans les valeurs de l'Eurostoxx 50 qui n'ont pas baissé, vous retrouvez Repsol et Eni, des compagnies pétrolières. C'est pour cette raison que d'un point de vue graphique, le CAC, le MIB et l'IBEX ont meilleure apparence que le DAX. D'ailleurs, lorsque j'étudie le chandelier hebdomadaire du CAC, il n'y a pas d'avalement baissier.
Et on peut finalement avoir le sentiment que le CAC pourrait trouver un support à 5100 points. Alors que forcément, le chandelier weekly du DAX, franchement, je le regarde, je me dis qu'on va au moins à 11 600, mais voire 11 300, voire 11 000, quoi. Alors, essayons de faire une synthèse à l'aide du chandelier weekly de l'indice Eurostoxx 50. Il y a en effet une structure en avalement baissier qui pourrait être validée ce soir sur l'Eurostoxx 50. Il faut admettre que c'est une semaine de rupture, car depuis l'étude des bougies japonaises en données hebdomadaires depuis le début de l'année, c'est la première fois qu'on a une semaine de cette nature-là. Donc c'est une semaine de rupture, c'est certain. C'est certain. Qui laisse penser que la semaine prochaine pourrait être, dans le meilleur des cas, flat, voire baissière. J'étudie donc ces deux chandeliers japonais hebdomadaires de l'Eurostoxx 50 en partant du principe que la clôture aurait lieu maintenant, mais bon, je pense que de manière générale, on ne devrait pas clôturer la semaine sur les plus hauts, à moins d'avoir une énorme inversion de tendance cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur l'Eurostoxx 50 ? Je pense que ce marché pourrait retomber en direction des 3500 points, 3550 points, ce qui correspondrait à peu de choses près aux 11 000 points du DAX. Et au fond, cela signifie que les indices du sud de l'Europe, le MIB et l'IBEX, pourraient quant à eux effectuer un pullback sur leur précédent sommet de l'année 2014. C'est-à-dire que l'IBEX pourrait revenir la semaine prochaine à 11 150 points. Et le MIB pourrait revenir la semaine prochaine à 22 550 points. Donc, en effet, je pense que le début de la semaine prochaine pourrait être à nouveau négatif. Pourquoi est-ce une semaine de rupture? Nous avons donc ces signaux de prise de bénéfices, il était temps, sur les marchés actions de la zone euro, mais c'est aussi une semaine majeure sur d'autres marchés. Des signaux d'achat sur le prix de l'énergie. Je pense que nous aurons un signal d'achat hebdomadaire sur le pétrole, parce que le pétrole est quand même bien parti pour, en clôture hebdomadaire, donner un signal positif qui permettrait de viser 60 $. Ne soyez pas surpris si le marché anticipe davantage de hausse sur le prix du pétrole, que le secteur automobile et que le secteur industriel soient le plus pénalisés. Car c'est celui qui intègre en amont des coûts de production liés notamment à la logistique, au transport, ou tout simplement qui utilise justement du pétrole. Donc voilà, je ne suis pas surpris de voir des prises de bénéfices, notamment sur les poids lourds industriels allemands. Donc cette semaine, on a ces signaux négatifs de prise de bénéfices sur les actions de la zone euro, des signaux de rebond sur le pétrole, mais pas seulement. Le dollar américain, lorsque j'étudie son chandelier hebdomadaire, qui certes n'a pas clôturé, mais bon, je pense qu'à peu de choses près, on peut envisager lors des prochaines semaines que notre indice Dow Jones FXM Dollar Index consolide, je dirais, en direction des 11 730 points. Je pense que le dollar index pourrait se replier jusqu'à ce niveau de support. Ce qui va dans le sens donc de certaines stratégies qu'on a pu vous proposer sur les paires en dollars. Et qu'est-ce qui pourrait se produire la semaine prochaine? Ce que le marché anticipe depuis longue date, un rendement allemand à 10 ans égal à 0, voire devenant négatif. Voilà, donc c'est une semaine importante, c'est une semaine qui a vu la Banque Centrale Européenne faire son premier bilan de quantitative easing. C'est une semaine de rupture sur les marchés actions de la zone euro, une semaine de rupture sur le prix du pétrole. Est-ce une semaine de rupture sur le taux de change euro-dollar? Pas forcément une semaine de rupture, c'est davantage une semaine de rupture sur le dollar US. Je pense que l'euro-dollar, globalement, le scénario le plus probable, c'est qu'il s'installe dans un range entre 1,05 et 1,10, comme c'était de toute façon déjà le cas. Voilà. Ok, donc sur les graphiques de long terme, c'est tout ce que j'avais envie de vous montrer. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est la clôture du DAX, la clôture de l'Eurostoxx 50, la tête du chandelier weekly du pétrole, et puis derrière, envisager les mouvements lors des au moins la prochaine semaine.
Et revoir le DAX à 11 000 points, ok, pourquoi pas, 11 000, 11 300. Mais le revoir à 9 000 points, il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Alors, le CAD Yen est en train d'exploser. Je vous l'ai montré ce matin pour viser 98,80. Nous y sommes. L'USD CAD est en train de s'écrouler. Et nos objectifs sont atteints beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà l'objectif que nous avons proposé ce matin dans nos émissions et via une analyse sur le site. 1,20.75, c'est fait. Alors bon, bah j'avoue, hein, voilà, on n'a pas forcément eu de... Enfin, il y a eu un pullback hier sous résistance à 23,30. Bon, bah écoutez, c'est globalement ce qui se confirme, c'est ce que nous vous avons proposé ce matin. Le dollar canadien s'envole, porté par des statistiques canadiennes, porté par la hausse du prix du pétrole depuis un mois et notamment cette semaine. Bon, bah voilà. Ce sont concrètement des choses qui se mettent en place. Je vais d'ailleurs aller jeter un œil aux statistiques qui sont tombées là sur le dollar canadien. Et en fait, il s'agit des ventes au détail qui ont été révisées à la baisse au mois de janvier. À cela s'ajoutent des chiffres de l'inflation corps au Canada au mois de mars qui ressort largement au-dessus des attentes. Donc les données de l'inflation aujourd'hui au Canada confirment plus ou moins ce que laissait entendre la Banque centrale du Canada en milieu de semaine, à savoir que concrètement nous avons eu en janvier une baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada qui restera probablement la seule baisse de l'année. Et qui confirme le fait que l'USD CAD a probablement établi un sommet majeur sous les 1,28 en sortant par le bas d'un range qui a duré 3 mois entre 1,2380 et 1,28. Donc un grand range de distribution, un range de sommet. Et au fond, je pense que cela peut se poursuivre probablement en direction des 1,19. Notamment si le pétrole va effectivement chercher ses 60 $. Alors, j'ai déjà répondu à vos questions. Pourquoi est-ce que les marchés actions ont décroché ce matin? Nous en avons déjà parlé. Alors, question de la part de Yellen from her desk. Sous 2093, conso hebdo. Alors, le SP500, je n'ai pas évoqué le cas du SP500, je vais le faire tout de suite. Le SP500, c'est sans surprise, hein. Je vous en ai parlé hier. C'est un marché sans tendance depuis le mois de décembre dernier, qui évolue dans un range. Le range en place depuis la fin du mois de février se fait entre 2040 et 2110. Le marché a tapé hier le haut du range. J'ai envie de dire que le scénario le plus probable est de revoir la partie basse de ce trading range. On teste là un support à 2090. Est-il en danger? C'est en effet possible. Je vais jeter un œil au Dow Jones. Alors ça c'est pas le Dow Jones, c'est le SMI. Je pense aussi que le Dow Jones pourrait se replier davantage et notamment eh bien, la semaine prochaine. Lui le voilà son range, hein, entre 17 500 points et 18 150 points. Enfin une espèce de double top ici sous les 18 160. On casse ce niveau là, les 18 000 points. Bon. Oui, je pense que globalement, sur le court terme, Wall Street pourrait se replier davantage. Alors, je vais vous parler du dollar canadien et notamment des paires en dollars canadiens. L'USD CAD, vous avez compris. L'euro CAD a donné un signal de vente très appuyé le 15 avril, en sortant par le bas d'un canal de baisse de long terme. Je pense que les perspectives de l'euro CAD étaient déjà baissières, mais le sont encore plus. Et que l'euro CAD pourrait se replier en direction des 1,30, 1,29,50.
L'USD CAD était probablement la meilleure des stratégies à adopter. Le CAD Yen est tout à fait sympathique aussi, et je confirme ma cible à 98,80, qui est donc cette conjonction d'extension, mais au final, le CAD Yen pourrait monter à 100. C'est-à-dire que les 98,80 ne sont qu'une cible intermédiaire, et on peut envisager le CAD Yen monter jusqu'à 100, notamment si le prix du pétrole devait monter à 60 $. Donc voilà, ce sont les mouvements qui s'imposent et qui sont globalement assez limpides sur ces paires de devises. Le GBP CAD, je n'en parle plus, hein. Le GBP CAD, nous avons mis entre parenthèses cette paire de devises, et c'est pourquoi nous avons préféré mettre l'accent sur l'USD CAD, le CAD Yen, éventuellement l'euro CAD. Que se passe-t-il sur l'euro dollar? Eh bien, comme je vous ai expliqué ce matin, parmi toutes les paires majeures, j'avais exclu l'eurodoll, le GBP USD, parce qu'elle me semblait moins intéressante que des paires majeures comme l'USD CAD ou encore l'AUD USD. L'USD Yen, serait en risque si en effet il brisait les 118,30, mais ce n'est pas fait. Pour le moment, il reste établi dans un range entre 118,30 et 121,85. Mais s'il brisait les 118,30, on pourrait presque parler d'épaule tête-épaule. On pourrait presque parler d'épaule tête-épaule, avec une épaule droite et une épaule gauche qui passent à 120,60. Ce serait surtout baissier pour le dollar US. Alors, pour l'instant, le signal n'est pas donné, je n'y vois qu'un range. Donc réellement, c'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur l'USD CAD cette semaine. C'est sur cette paire de devises qu'il y avait des choses les plus intéressantes à faire, à la fois du fait de l'USD, mais surtout du fait du dollar canadien. Surtout du fait du dollar canadien. Y a-t-il des choses à faire sur le dollar australien? Je pense que oui. Le dollar australien, c'est un peu différent que le dollar canadien, mais là où il y a un point commun, c'est qu'en janvier, nous avons eu 2 baisses de taux d'intérêt qui n'auront probablement pas de réplique cette année. Ce qui explique que le dollar canadien se renforce fermement. Le dollar australien, c'est similaire, mais d'un degré inférieur quand même. Dans tous les cas, si nous apprécions beaucoup les ventes USD CAD depuis le début de la semaine, nous apprécions aussi des stratégies sur l'AUD USD, avec notamment un premier support à 0,7740 qui pourrait être un point d'achat, 0,7740, si jamais le marché revenait tester 0,7740 pour viser 0,7912. Ce qui serait vraiment positif sur l'AUD USD, ce serait de déborder la résistance à 0,7910, et alors là, derrière, ça peut monter à 0,80 voire 0,82 quoi. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Non, c'est vraiment sur cette paire de devises que, franchement, d'un point de vue de l'analyse technique, c'était quand même bien construit, hein, il faut l'admettre. Alors, le DAX à très court terme, qu'est-ce que je peux vous raconter sur le DAX à très court terme? Eh bien, la baisse n'est probablement pas terminée. Tout d'abord, la première résistance s'établit maintenant à 11 890 en intraday. Hein. Je pense que le DAX peut aller chercher 11 740. Ça, on l'avait envisagé, c'est fait. C'est d'ailleurs la partie basse des bandes de Bollinger en données journalières. Je vais vous montrer ici en données journalières les bandes de Bollinger. Les voici. L'idée, c'est d'essayer d'envisager l'amplitude du mouvement de correction. Alors, tous les moyens sont bons. On pourra calculer un objectif théorique à cette structure qui se prépare en avalement baissier. Voici donc les bandes de Bollinger sur le DAX. Voilà, 11 700 points. 11 700 points en données journalières. Donc, je repasse en données 4 heures. Et je pense en effet que le DAX pourrait aller chercher 11 700 points, mais même la semaine prochaine 11 618. 11 618, c'est un bel objectif de cours pour le début de la semaine prochaine. C'est ce point-là sur le DAX.
avec donc une première résistance qui s'établit à 11 900 pour éventuellement une stratégie de vente sous résistance. Ok, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors Pierre nous donne des informations sur les échéances du jour aujourd'hui sur les différents indices. Donc sur le DAX et l'Eurostoxx 50, c'était les échéances options. 12 heures, Eurostoxx 50, 13 heures pour le DAX 30. Le seul contrat futur qui arrive aujourd'hui à échéance, car c'est une échéance mensuelle, c'est le futur sur le CAC 40 et c'est à 16 heures. Donc voilà, entre autres, ce qui a pu expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure à 12 heures sur l'Eurostoxx 50, puis à 13 heures sur le DAX. Ce sont des échéances d'options. Et pour le CAC 40, c'est donc l'échéance mensuelle du contrat futur avec une expiration et un roll tout à l'heure à 16 heures. Alors les statistiques canadiennes sont en effet nettement meilleures que prévu, donc ça ne fait que renforcer cette appréciation du dollar canadien. Alors, question de Yellen Frommerdesk. Je ne sais pas du tout ce que provoquera comme réaction un rendement allemand à 0. C'est pas non plus une rupture. Il y a déjà l'essentiel. Je crois que c'est que les rendements allemands sont négatifs jusqu'à l'échéance de 8 ans. C'est certain que le taux à 10 ans y fait référence. C'est un benchmark. Mais cependant, par exemple, les taux suisses ils sont négatifs et à 10 ans depuis un certain temps. Les taux japonais sont négatifs à 10 ans. Bon, bref, ça fera parler, je pense, mais ce ne sera pas forcément une rupture du point de vue des positions sur ce marché, quoi. Après, ça peut générer des prises de bénéfices à court terme, mais de là à créer des chocs, je ne pense pas, quoi. Ok, donc pour le CAD Yen et USD CAD, voilà, on en a, je pense, suffisamment parlé. Est-ce que je peux vous proposer un suivi sur le cuivre? Oui, je le peux. Alors, le cuivre. Je vous en ai parlé ce matin et je pense que ce marché tente de donner un signal positif. Je confirme mon anticipation pour davantage de progression du cuivre, même si ce n'est pas un signal technique de la même qualité que le pétrole, car ce n'était pas du tout la même configuration graphique en amont. Et ce, tant que ce marché se maintient au-dessus du premier support que j'estime être à 2,76. Donc, au-dessus des 2,76, eh bien, j'envisage toujours une progression de ce marché en direction des 2,90. Alors, qu'est-ce que je pense du NZD-CAD? Alors, le NZD-CAD, paire de devises autrefois célèbre, j'en pense pas grand-chose. Forcément, elle se replie parce que le dollar canadien s'apprécie. On teste une ligne de tendance. Ça baisse depuis un mois. Ok. Mais franchement, je vais essayer de monter sur un horizon de temps supérieur, mais je n'ai absolument aucun avis. Mon graphique de toute façon n'est pas suffisamment travaillé, donc je ne peux pas vous proposer là en l'état une étude qui serait bâclée. Mais le NZD-CAD ne présente pas, selon moi, parmi toutes les paires en dollars canadiens, un intérêt. Je m'intéresse vraiment à l'USD-CAD, éventuellement à l'EuroCAD, parce que lui se replie aussi. Et je pense que l'EuroCAD peut baisser jusqu'à 1,30 voire 1,2950, surtout au CAD Yen. J'aime bien la stratégie sur le CAD Yen. Alors, pour les CFD en action, ce sera disponible, si tout va bien, dès le début de la semaine prochaine sur la plateforme MetaTrader 4 et lors des prochaines semaines sur la plateforme Trading Station. Mais dans un premier temps, pour y accéder, il vous faudra vous connecter à la plateforme MetaTrader 4 de FXCM. L'USD Yen, pour l'instant, tant qu'il tient les 118,30, ça reste un range. La UDUSD, je vous en ai parlé. Le cuivre, je vous en ai parlé.
Ok Daniel, je prends note de votre message que je ne posterai pas dans... Je ne rendrai pas public mais j'en prends note. Alors par fil nous rappelle de ne pas oublier de jeter un œil au calendrier de détachement des coupons des actions françaises. Alors ça vous avez raison, hein, ça ne manquera pas d'impacter le CFD FRA 40. En tout cas, cela rendra plus cher, hein, vous l'avez compris, les stratégies de vente. Parce qu'en tant que vendeur, vous allez payer le dividende, hein, c'est le principe. Moi, je vous invite à prendre connaissance d'un calendrier de détachement de coupons des valeurs de l'indice CAC 40. En effet, ça approche. Lorsque je jette un œil d'ailleurs au prochain détachement de dividendes au sein du CAC 40, il y a LVMH, c'est autour du 23 avril. Ensuite Vinci autour du 29 avril. Et ensuite au mois de mai, un paquet de valeurs du CAC qui va détacher. Donc ça mettra davantage, ça rendra plus cher les stratégies de vente si elles sont tenues au-delà d'une séance de trading, mais surtout au mois de mai. Surtout au mois de mai. Alors visiteur, vous avez reçu l'email à propos de notre conférence online du 24 avril, en effet, et non, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de conférence au Palais Brognard, c'est simplement un service supplémentaire. Alors, voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Plus que jamais, il y a de la tendance à attraper sur le dollar canadien, et je pense qu'il y a encore du potentiel de hausse de ce marché-là, pour tout un tas de raisons qui ont été évoquées cette semaine. Je pense que cette semaine, il faut retenir la semaine de bourse sur les actions au sein de la zone euro, les signaux positifs donnés sur le pétrole, la cassure sur l'USD CAD et un dollar US qui réalise une semaine de baisse qui pourrait prendre de l'ampleur si certains supports venaient à céder lors des prochaines semaines et notamment les 11 886. Mais ce n'est pas fait, donc restons quand même globalement prudents sur la dynamique qui pourrait être celle du dollar américain lors des prochaines semaines. Et quant au cuivre, je conserve une opinion positive au-dessus du support à 2,76. Le gaz, idem au-dessus du support à 2,63. Et le UK Oil, même s'il est moins performant que le WTI, je pense que lui aussi peut progresser davantage. Mais j'ai une préférence totale pour le WTI. Voilà, merci d'avoir participé à ce point de marché. À 17h30 tout à l'heure, l'émission Closing Bell, qui sera animée aujourd'hui par Sylvain Logadanin, avec un point de vue intraday scalping sur l'indice CAC 40. Et puis quant à moi, je vous retrouve donc lundi pour le prochain webinaire ici même. Merci à toutes et à tous.